Bonjour les enfants, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre. Un chapitre qui s'intitule Géométrie dans l'espace. Alors qu'est-ce que c'est que la géométrie dans l'espace? La géométrie, vous connaissez, hein, c'est la géométrie. Mais dans l'espace, bien dans l'espace, ça veut dire on va sortir du plan. Voilà, parce que dans l'espace, enfin, l'endroit dans lequel on travaille depuis tout le temps, depuis très, très longtemps, et depuis cette année en tout cas, s'appelle le plan. C'est la feuille, c'est le tableau. Ce sont des surfaces planes. Donc on appelle ça un plan. D'accord? C'est plat. Eh bien là, on va sortir de ça, on va créer du relief. Donc on va se situer dans l'espace, c'est-à-dire dans les trois dimensions du monde réel qui nous entoure. Et donc on va travailler dans la géométrie de ce monde-là, de ce monde qu'on appelle l'espace. Alors bien sûr, dans ce monde-là, les figures ne sont pas les figures telles qu'on les apprend dans le plan. Justement, on n'est pas limité au carré, au cercle, au rectangle, etc. C'est des figures qui sortent de la feuille, des figures en trois dimensions. Et ce sont ces figures en trois dimensions que l'on va commencer à étudier en sixième. Je dis commencer évidemment, car après, d'année en année, vous allez bien sûr en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et on commence tout de suite avec une première figure de l'espace qui s'appelle le parallélépipède rectangle. On dit également un pavé droit, pour aller plus vite en général. Alors, parallélépipède rectangle vient du grec donc parallélos, qui veut dire parallèle, et épipédon, qui veut dire surface plane. Donc, un parallélépipède est fait avec des surfaces planes qui sont parallèles, tout simplement. Et parallélépipède rectangle, parce que les surfaces planes en question, on va le constater, ce sont des rectangles. D'ailleurs, c'est marqué dans la définition, un parallélépipède rectangle, ou pavé droit, est un solide. Voilà, les objets de l'espace, on appelle ça des solides. Un solide qui a 6 faces rectangulaires. En voici un qui est dessiné ici. On voit donc dans la partie bleu un peu vert quand c'est colorié, hein, mais bleu quand c'est écrit, on voit donc ce qu'on appelle une face de ce pavé droit, de ce parallélépipède rectangle. Donc une face ici, d'accord? Donc c'est toute la partie que je hachure ici en bleu. C'est ça, c'est une face de ce parallélépipède rectangle. D'accord? Il y a également ce qu'on appelle des sommets, ou plutôt, on va plutôt parler des arêtes d'abord. Des arêtes, donc, qui est dessiné en violet ici, comme celle-ci ici par exemple. D'accord? Les arêtes sont donc les segments qui vont permettre de relier différents points. Et ces différents points s'appellent des sommets, comme par exemple ici le point R. D'accord? Donc ici, on a dessiné une figure qui va représenter ce parallélépipède rectangle en perspective cavalière. Alors, qu'est-ce que la perspective cavalière? Le problème des solides de l'espace, c'est que justement, ils sont dans l'espace, ils sont en trois dimensions. Lorsqu'on veut les représenter sur une feuille, sur un papier, eh bien, notre papier, il n'a que deux dimensions, il n'a pas le relief. Eh bien, on a inventé depuis pas mal de siècles maintenant des techniques pour donner l'illusion au cerveau, donc une illusion d'optique, pour donner l'illusion au cerveau qu'il est en train de voir un objet en trois dimensions. Mais en réalité, il ne voit absolument pas un objet en trois dimensions. Lorsque vous voyez ceci à l'écran, j'imagine que la quasi-totalité d'entre vous voit un objet en trois dimensions. Voit un parallélépipède rectangle. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas ça qui est dessiné. En réalité, ce sont des rectangles, des figures un peu tordues, qui sont placées les unes à côté des autres, et qui donnent cette illusion-là à votre cerveau. D'accord? Alors, on va donc revenir en détail là-dessus. Donc, cette technique pour dessiner ça, cette perspective cavalière, dans la partie grand 3, je crois, on va apprendre à la faire. Vous allez apprendre à dessiner en perspective cavalière, du moins pour l'instant des objets simples comme un parallélépipède rectangle. Alors, tout d'abord, on voit que cette figure a un nom. Elle s'appelle ABRINEUF. C'est fait en sorte de s'appeler pour faire un abri neuf. D'accord? Un abri neuf. Mais néanmoins,
normalement, même lorsque les lettres forment des mots, lorsqu'on cite le nom d'un parallélépipède rectangle, on dit ABRINEUF. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ABRINEUF? Parce qu'on voit que tous les sommets se nomment ainsi. J'ai le A, j'ai le B, j'ai le R, j'ai le I, j'ai le N, j'ai le E, j'ai le U et j'ai le F. D'accord? Donc voilà pourquoi on donne tous ces mots-là, toutes ces lettres-là. Ce sont les lettres, ce sont les différents sommets. Mais néanmoins, on ne les donne pas n'importe comment. Il faut donner un ordre. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'un sommet, par exemple A. D'accord? Et après, à partir de ce sommet-là, on va nommer une face. Par exemple, et ici, on a décidé de nommer la face du dessus. Donc A, B, R, I. D'accord? En appelant ABRI, j'ai nommé la face du dessus. Et bien maintenant, je vais nommer la face qui est à l'opposé de celle que je viens de faire. D'accord? Donc si j'ai nommé la face du dessus, maintenant je vais faire la face du dessous. Mais en commençant par l'équivalent. J'ai commencé par A pour la face du dessus. Là, je vais commencer par l'équivalent du A. Ben, l'équivalent du A, c'est N. D'accord? Et après, je tourne dans le même sens. N, E, U, F. Et là, ça me donne donc mon nom complet, ABRINEUF. D'accord? Notez que j'aurais pu le nommer différemment. Si j'avais décidé par exemple, je commence toujours par A, mais je fais A, B, E, N. A, B, E, N. Mais puisque A, B, E, N, c'est la face de gauche, j'aurais dû après parler de la face de droite. Et la face de droite, l'équivalent du A, c'est I. Donc j'aurais fait I. Après, vu que j'avais fait AB, j'aurais fait I, R. Après, j'aurais fait U. Et après, j'aurais fait F. Et après, je serais remonté. Donc, le même pavé droit, le même parallélépipède rectangle, je peux très bien l'appeler également A, B, E, N, I, R, U, F. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas une seule manière de nommer un parallélépipède rectangle. Il y en a bien sûr plusieurs. Alors, dites-moi, une question qui n'a pas été, à laquelle on n'a pas répondu encore. Un parallélépipède possède combien d'arêtes? Combien y a-t-il d'arêtes dans un parallélépipède? Eh bien, on a déjà vu une ici. D'accord? Il n'y a pas que ça. Il y en a évidemment une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième ici. Mais après, j'ai également toutes les arêtes de la face du bas. Donc, j'ai une cinquième, une sixième, une septième, une huitième arête. Mais j'ai aussi toutes les arêtes qui vont relier la face du haut et la face du bas. Donc, j'en avais 8 déjà. Donc, j'en ai 9. Donc, j'en ai 10. Donc, j'en ai 11. Et donc, j'en ai 12. Donc, j'ai donc un total de 12 arêtes. D'accord? Attention, il faut marquer une chose. Je vais effacer le dessin que j'ai fait là. Les coloriages que j'ai fait. Il y a ici, je vais également effacer celui-là. Voilà. Il y a ici des arêtes qui sont ici dessinées en violet. Il y a également des arêtes qui sont dessinées en noir. Bon, ça, c'est les mêmes. D'accord? Mais il y a surtout des arêtes, comme BE par exemple, qui sont dessinées en pointillés. Alors, pourquoi sont-elles dessinées en pointillés? Ben, c'est une convention, c'est-à-dire que c'est un choix qu'on a fait. Imaginez que, regardez bien c'est cet objet que vous avez ici, cet ABRINEUF. Si vous le regardez, que vous l'imaginez, imaginez-le qu'il est fait en bois, par exemple. Bien, est-ce que le BE, vous allez le voir? Le BE, on ne le verra pas. Il est derrière, donc on ne le verra pas. Donc, il est caché, ce qu'on appelle une arête cachée. Eh bien, en géométrie, les arêtes qui sont cachées, eh bien, on les dessine quand même pour bien faire comprendre qu'elles sont là. Mais pour faire comprendre qu'elles sont cachées, donc derrière, on a décidé de les faire en pointillés. Tout simplement. Allez, continuons. Combien de faces pour ce parallélépipède rectangle? Bon, évidemment, on connaît la réponse. Hein. Il y en a 6, c'est marqué dans la définition. Mais néanmoins, combien de faces? Ben déjà, on voit qu'il y a la face qui est devant ici, forcément. Donc, ça en fait une. Puis, il y a la face qui est derrière,
ça en fait 2. Puis il y a la face qui est au-dessus, ça en fait 3. Puis il y a la face qui est en dessous, donc ça en fait 4. Et puis il y a la face qui est à gauche, ça en fait 5. Et il y a la face qui est à droite, ça en fait 6. C'est bien ça. On a bien réussi à trouver quelles étaient les 6 faces de ce parallélépipède rectangle. Et chacune de ces faces sont des rectangles. Combien de sommets pour un parallélépipède rectangle? Bien, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il a 8 sommets. D'accord? Donc voilà, maintenant vous êtes assez incollable sur ce qu'est un parallélépipède rectangle. Alors pas encore vraiment sur comment on le dessine, parce que le dessin, vous l'avez fait sur votre cahier, j'espère. Hein. Vous l'avez fait à peu près, vous l'avez fait en essayant de reproduire le plus possible, le plus proche de ce qui est ici. Mais évidemment, vous apprendrez bien tout à l'heure, dans une prochaine vidéo, comment faire ce genre de dessin. Alors, il existe un parallélépipède rectangle particulier, celui où toutes les faces, les 6 faces, sont évidemment des rectangles, mais pas n'importe quel rectangle, ce sont des rectangles particuliers, les 6 faces sont des carrés. Et dans ce cas, on a ce qu'on appelle un cube. D'accord? Un cube, c'est tout simplement, vous le notez dans cette partie grande 2, un cube est un parallélépipède dont les faces sont des carrés. D'accord? Je vais essayer d'en dessiner un rapidement ici. Première face carrée, à peu près. Voilà, heureusement qu'il me les remet bien. Et après, la perspective. On expliquera une prochaine fois comment ça se dessine. Voilà. Ainsi que les faces cachées ici, qui sont bien sûr en pointillé. Voilà donc à peu près le dessin d'un cube. D'accord? Voilà, donc l'important c'est que donc, tout ce qu'on a vu sur le parallélépipède rectangle est vrai sur le cube, puisque c'est un cas particulier. C'est-à-dire qu'il a lui aussi 8 faces, 8 sommets, les 8 sommets qui sont là. Il a lui aussi 12 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et il a lui aussi 6 faces, celle de devant, celle de derrière, celle de dessus, celle de dessous, celle de droite et celle de gauche. Bon, du coup, maintenant, mon dessin, il ressemble plus à rien. Mais c'est pas grave, puisque maintenant, il fallait passer au premier exercice qui s'intitule solide en vrac. Alors, ne dessinez pas ces différents solides. Il serait un peu compliqué de le faire pour vous en ce moment. Regardez simplement la question. Pour chacun des solides, donne le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Donc là, le seul but, c'est de vous habituer à voir cette perspective. Pas encore à savoir la faire, juste à la voir, à vous représenter, à laisser votre cerveau se tromper et bien imaginer ces objets dans l'espace. Et lorsqu'on les imagine dans l'espace, même si on arrive même, pourquoi pas, dès le début c'est dur, mais après vous arriverez à les faire tourner dans votre tête comme si c'était des objets réels, eh bien vous allez pouvoir donc facilement répondre à ces questions. Donc pour chacun de ces objets, de ces solides, comptez le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Voilà, on s'arrête là, vous mettez en pause, vous répondez à ces questions et on se retrouve pour la correction. Alors la première figure, c'est la figure A. Combien, ça s'appelle une pyramide, c'est une telle figure. Combien de sommets? Et on voit que la pyramide, elle est faite avec quoi? Elle est faite avec une base, ce qu'on appelle une base carrée en bas, ici. Donc avec ces 4 sommets. Et puis il y a également un 5e sommet en l'air qui va rattraper tous les sommets du carré. Donc il y a 5 sommets. Ici, pour le A, il y a 5 sommets. Combien d'arêtes? Mais là, on voit qu'il y a déjà 4 arêtes pour faire ce qui est en bas. Oui, en bas, c'est un carré. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu, même si clairement, on ne dessine pas un carré. Hein. C'est un carré tout à fait tordu. C'est dû à la perspective.
Il y a donc 4 arêtes pour faire le carré. Et puis après, chacun des sommets du carré va donner une arête pour relier jusqu'au sommet, jusqu'au 5e sommet, ce qu'on appelle le sommet de la pyramide. Ce qui fait donc 4 arêtes de plus. Donc on arrive dans un total de 8 arêtes. D'accord? Et enfin, combien de faces? Eh bien, là, les nombres de faces, il y a déjà le carré qui est en bas. Et après, il y a tous les triangles qui vont permettre de construire la pyramide jusqu'au sommet du haut. Donc, il y a le triangle de devant, celui de derrière, le triangle qui est à droite et le triangle qui est à gauche, ce qui fait un total de 5 faces. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à voir tout ceci. Alors, le B, lui, c'est peut-être le plus simple. Pourquoi? Parce que c'est un parallélépipède rectangle, donc on connaît déjà la réponse. Enfin, néanmoins, on va quand même les vérifier. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 arêtes. Comme on s'y attendait, évidemment. Non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi, 8 arêtes? C'est 8 sommets. Quelle est l'andouille qui a dit arête? Ben, c'est moi. 8 sommets. D'accord? Les arêtes, combien? Ben, on a donc les 4 arêtes qui forment le rectangle du haut. Et évidemment, les mêmes 4 qui vont former celle du bas. Et encore les 4 autres qui vont les relier. Ce qui fait un total de 12 arêtes. Et quant aux faces, eh bien, on a la face de devant ici, la face de derrière, la face de dessus, la face de dessous. Et puis également la face de gauche là-bas et la face de droite ici. Ce qui fait un total de 8 faces. Alors, petit c. Alors là, on a un solide qui s'appelle un prisme droit. Alors, c'est fait comment un prisme droit? C'est fait à partir d'un polygone, celui-ci par exemple. D'accord? Un polygone qui est là. Et après, c'est comme si on l'étirait. Comme si on l'étirait pour en obtenir un deuxième ici. Et après, il est relié par tout un tas de rectangles pour faire le tour. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, c'est le nombre de sommets. Ben, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sommets pour faire le polygone. C'est un pentagone. Ben, forcément, puisqu'on les tire pour obtenir le même polygone de l'autre côté, ben, on a encore un pentagone en face. Ce qui fait un total de encore 5 sommets. Total, 10 sommets. 10 sommets. Ensuite, les arêtes. Eh bien, on a évidemment les 5 arêtes qui forment le pentagone. On a également 5 arêtes pour former l'autre pentagone. Et il faut encore 5 arêtes pour les relier, pour relier les deux pentagones entre eux. Donc, un total de 15 arêtes. Quant aux faces, eh bien, on a évidemment toutes les faces qui vont faire le tour. J'ai une face ici, une face là. En tout, il y en a combien de faces? Ben, j'ai autant de faces que d'arêtes sur un des pentagones. Donc, je vais avoir 5 faces qui vont permettre de faire le tour de ce prisme droit, plus bien sûr le pentagone de dessus, le pentagone l'autre qu'on a en face. Donc, ce qui nous fait un total de 7 faces. Ici, ben, on a également un prisme droit dans le D. C'est encore un prisme droit où la base, ce n'est pas un pentagone, mais il est fait à partir, non pas d'un pentagone, mais à partir d'un triangle rectangle ici. D'accord? Après, pareil, hein, on les tire pour obtenir le même triangle rectangle en face. Alors, combien de sommets? Eh bien, les 3 sommets du triangle, plus les 3 sommets de l'autre triangle, ça nous fait un total de 6 sommets. Les arêtes, ben, il y a les 3 arêtes du triangle, plus les 3 arêtes du triangle, et encore les 3 arêtes pour les relier. Ce qui fait un total de 9 arêtes. Quant aux faces, eh bien, il y a évidemment les 3 rectangles qui vont permettre de faire le tour. Donc le premier ici, le deuxième derrière, le troisième en bas. Donc 3 faces déjà, plus bien sûr les 2 triangles, ce qui nous fait un total de 5 faces. Donc voilà, donc on obtient pour chacun le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Allez, on continue. Avec le petit 2, voici la représentation en perspective
d'un parallélépipède rectangle qui s'appelle ABCDEFGH. Pour commencer, on vous demande de donner deux autres noms possibles pour ce pavé droit. Donc déjà, mettez-vous en pause et faites l'exercice en entier ou question par question. Après, si question par question, il faudra faire attention à bien mettre en pause à chaque fois. Allez-y. Alors, regardons. Pour la question A, là, pourquoi ça s'appelle ABCDEFGH? Parce qu'on est parti de A, on a fait la face ABCD, et après on a fait la face qui est en face, de l'autre côté. Après ABCD, on a EFGH. Donc ça a donné le nom ABCDEFGH. Mais évidemment, même en commençant à partir de A, on aurait pu aller par exemple, il y a des tas d'autres possibilités, on aurait pu par exemple commencer par faire AEHD. Pourquoi pas? On aurait pu l'appeler AEHD. Et dans ce cas, on aurait dû faire la face qui est en face, justement, la face qui est de l'autre côté. L'équivalent du A, c'est le B. B, F, G, C. Et donc, j'obtiens B, F, G, C. Qui est donc une deuxième manière de nommer ce parallélépipède rectangle-là. Une autre manière, c'est qu'on a demandé deux autres noms possibles. Donc, on va en chercher donc deux autres. On change de couleur, on va aller en vert. Toujours à partir de A, par exemple, on a pas mal de choix à partir de A. À partir de A, je peux faire A, B, F, E, par exemple. Je peux commencer par faire A, B, F, E. Et dans ce cas, la face qui est de l'autre côté de A, B, F, E, c'est quoi? C'est celle du bas. L'équivalent de A, c'est D. Ça fait donc D, C, G, H. Donc j'obtiens après D, C, G, H. Donc voici donc deux noms possibles. A, E, H, D, B, F, G, C. A, B, F, E, D, C, G, H. Mais ce ne sont pas les seuls, évidemment. Parce que là, quand j'ai fait mon truc vert, là, j'étais bien content de faire mon truc vert. Mais j'aurais pu le faire, par exemple, à la place de faire ABFE, j'aurais pu faire AEFB. AEFB. Dans ce cas, ça m'aurait fait AEFB. L'équivalent de A, c'est D. Donc D, mais DHGC. Il a fallu partir dans l'autre sens. Puis je pouvais partir également d'autres choses que le point A. Donc vous voyez, il y a beaucoup de noms possibles. Voilà pourquoi on en demandait seulement deux. Merci beaucoup qui n'a pas demandé de faire tous les noms, car là, il y en a beaucoup. Combien a-t-il de sommets? Alors les sommets, on a vu ça en vert, je crois, donc on va continuer en vert. Combien a-t-il de sommets? Bien évidemment, puisque c'est un parallélépipède rectangle, on sait très bien qu'il a 8 sommets. D'accord? Nomme-les. C'est très simple, ils sont très simples à nommer, ne serait-ce parce il suffit par exemple de reprendre le nom du parallélépipède et puis on les a nommés. Hein. Alors, comment on va faire ça? On va prendre ça ici. Et je vais les déplacer. Voilà. Comme ça me laisse de la place pour répondre à la question B correctement. Il a 8 sommets. Alors, par exemple, A, B, C, D, E, F, G et H. Donne le nombre de faces. Là, on sait très bien qu'il a 8 faces. Il a 8 faces, on le sait. Alors, quelles sont-elles ces faces? Il y a d'abord la face de devant, ici, qui s'appelle ABCD. Enfin, du moins, dans un des noms est ABCD. Il y a évidemment d'autres manières de le nommer. Là, puisque j'ai fait celle de devant, je vais faire celle de derrière maintenant. Elle s'appelle comment celle-là? Elle s'appelle EFGH. EFGH. Mais j'ai également la face de dessus. Comment elle s'appelle la face de dessus? Elle s'appelle ABFE. ABFE. Faisons celle d'en dessous maintenant. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle DCGH. DCGH. Mais après, je vais effacer pour faire un peu plus de place. Pour qu'on y voit encore.
Donc j'ai fait les faces de devant, derrière, de dessus, dessous. Il reste la face de droite, là, celle-ci, qui s'appelle, ben, par exemple, elle peut s'appeler B, C, G, F. Et enfin la dernière, c'est celle qui est à gauche, ici, que je vais par exemple appeler A, D, H, E. Voilà donc qu'est-ce que j'ai marqué? Pardon, j'ai marqué 8 faces là, alors que c'est 6 faces évidemment. J'espère que je n'ai pas fait la même bêtise au exercice précédent. Hein. Je vérifie parce que, et regardez, j'ai fait la même bêtise. Et vous ne m'avez même pas dit. Hein. Il y a évidemment que 6 faces ici. D'accord. Je vais regarder un peu plus haut parce que quand j'ai une erreur en tête, comme ça, c'est parfois, elle m'arrive longtemps. Non, c'est bon, là, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai bien marqué 6 faces. Très bien. Heureusement que je m'en suis rendu compte, sinon c'était une horreur. Donc, voici donc l'exercice 1 corrigé ici avec 6 faces. D'accord. Donc, j'espère que vous avez déjà tous vu l'erreur, peut-être même que vous avez déjà marqué des commentaires dans YouTube, marqué oh, c'est quoi cette horreur que vous avez écrit? Vous avez écrit 6 faces, alors que c'était évidemment 8. Vous avez marqué 8 faces, alors que c'était évidemment 6, etc. Bon, maintenant, c'est corrigé. Et là, c'est corrigé pour ici aussi. C'est parfait. Ouf, j'aime pas faire de telles erreurs. Berk. Alors, combien d'arêtes? Combien d'arêtes? C'est la question D. Alors, les arêtes, tout simplement, là, les arêtes, on les connaît, on sait combien il y en a. Les arêtes dans un parallélépipède rectangle. Hop là. Il y en a donc, il y a les 4 arêtes d'ici, les 4 arêtes de là, et les 4 qui les relient, ce qui fait un total de 12. Donc, 12 arêtes, il y a 12 arêtes que l'on va évidemment nommer. Alors, il y a quoi? Il y a évidemment l'arête AB, qu'on écrit entre crochets, évidemment, c'est dans son segment. L'arête BC, l'arête CD, l'arête DA. Là, j'ai juste fait les arêtes de devant. On a également les arêtes donc EF, FG, GC non, que GC, encore n'importe quoi. C'est une arête, mais c'est pas celle qui suit l'ordre que je veux faire ici. Là, je veux faire GH et HE. Et après, tant qu'à faire, je fais les arêtes qui relient les deux faces. Ça me fait l'arête AE, l'arête BF, l'arête CG et l'arête DH. Voilà, donc mes 12 arêtes sont là. Quant à celles qui ne sont pas visibles, on les voit. Elles sont en pointillés. Il y a donc... Qu'est-ce qu'il fait lui? Rester comme ça lui. Il y a donc quoi? Il y a donc l'arête DH qui n'est pas visible, elle est en pointillé. Il y a l'arête EH qui n'est pas visible, elle est en pointillé. Et il y a HG aussi qui n'est pas visible, qui est en pointillé. D'accord? Allez, on continue encore un petit peu. Hein. Comme ça, j'espère que je vais faire un exercice sans faire de faute. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose à peu près. Sauf qu'on est sur un cube qui s'appelle POINTUES pour faire pointu. Et donc, il va donc répondre à certaines questions. Allez, vous mettez en pause et vous revenez pour la correction. Alors, combien de sommets, combien d'arêtes, combien de faces pour ce cube? Alors évidemment, on peut écrire directement. Le cube a... Alors, il a combien de sommets? Bon, on le sait, il a 8 sommets. À la limite, même pas besoin de le vérifier. Bon, on le vérifie quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il a bien 8 sommets. Ça va. Combien d'arêtes? Bon, on le connaît très bien, ça aussi, c'est 12 arêtes. Les 4 arêtes du carré de devant, les 4 arêtes du carré de derrière et les 4 arêtes qui permettent de les relier. On arrive donc bien à 4 arêtes. Et combien de faces? Et 6 faces. Ça aussi, on le sait.
Et donc, on a donc la face de devant, la face de derrière, celle de dessus, celle de dessous, celle de droite et celle de gauche. Donc, 6 faces. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sur les dés qui sont faits en forme de cube, hein, les numéros vont de 1 à 6 parce qu'il y a 6 faces. Quelle est la nature de la face PNST? On va la tracer. PNST. Alors, quelle est la nature de cette face? La nature, ça veut dire, est-ce que c'est un triangle? Est-ce que c'est un rectangle? Est-ce que c'est un losange? Est-ce que c'est un carré? Ben oui, c'est un carré, évidemment. Évidemment, puisqu'on a un cube. Le cube, il est fait avec quoi? Il est fait avec des carrés. Donc, c'est un carré. Même plutôt que c'est un carré. PNST est un carré. Même question pour POIN. POIN. Quelle est la nature de POIN? Eh bien, cette face, POIN, c'est une face du cube. Et il est fait avec quoi le cube? Il est fait avec des carrés. Ça veut dire que POIN, eh bien, c'est un carré aussi. Et oui, ça ne se voit pas sur le dessin que c'est un carré. Il est tout tordu. On ne voit même pas les angles droits. Mais c'est à cause de la perspective. C'est la perspective qui va déformer les objets pour que votre cerveau ait l'illusion de la troisième dimension. Bon, bien sûr, on réexpliquera ça en détail dans la prochaine vidéo. Alors, quelles sont les faces cachées du cube? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, par exemple, la face de gauche, ici, elle est cachée, puisqu'on voit ici qu'elle est totalement voilà, elle est invisible. D'ailleurs, on le voit ici avec les pointillés qu'on a sur les arêtes qui sont là. Donc, les faces cachées sont... Les faces cachées... non, sont... Alors, sont quoi? Donc, la première ici, celle que j'ai fait, qui s'appelle P-O-U-T. C'est la seule? Ben non, il y a aussi celle du dessous. D'accord? Celle du dessous qui est totalement cachée également. D'accord? Forcément, le dé est posé, donc forcément, enfin, le cube est posé, donc on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc on peut l'appeler par exemple T-U-E-S. Il y en a également une autre qui est cachée, c'est celle de derrière. Celle de derrière, ben forcément, c'est puisqu'elle est derrière, hein, forcément on ne la voit pas. Et celle-là, elle s'appelle comment? Ben, un seul nom possible, c'est U, non c'est U, O-I-E-U. Voilà. Et donc là, on obtient toutes les faces cachées de ce cube. L'exercice 5, je vous le présente seulement ici, on le montre, et vous aurez à faire ce travail à la maison pour la prochaine fois. Donc on a un pavé droit, donc un pavé de rectangle, on donne quelques dimensions. Vous devez faire un petit dessin rapide en perspective cavalière. Je dis bien rapide parce qu'on n'a pas encore étudié la perspective cavalière, donc juste à se rappeler comment on l'avait fait dans la leçon. Donc un truc comme ça à main levée, rapide. Et après, vous devrez le coder, c'est-à-dire revoir quels sont les côtés qui sont les mêmes, etc. Et de remplir le tableau. Puis après, faire quelques petites questions supplémentaires. Voilà, j'en bafouille aujourd'hui. C'est pas grave, puisque c'est terminé. On a terminé pour aujourd'hui. Exercice à faire pour la prochaine fois. Et puis, on se retrouve justement pour la correction et pour la suite de notre leçon. Allez les enfants, portez-vous bien, passez de bonnes journées. Et puis à très vite. Ciao, ciao!